Merci pour cette présentation, surtout venant d'un surfeur émérite, d'un windsurfer. Donc oui, surfer la vie, c'est un modèle que j'ai appliqué à la société fluide. Le fait que nous passons d'une société rigide, pyramidale, structurée, à une société fluide en raison du numérique. Effectivement, les progrès technologiques numériques ont été extraordinaires ces 10 dernières années. Pas ces 20 dernières années, mais ces 10 dernières années. Ils conduisent à l'accélération exponentielle dont Alexis a parlé tout à l'heure et dont il a été question. Une accélération exponentielle qui nécessite une adaptation, qui nécessite une anticipation, et où la prospective seule ne suffit pas. Il faut expérimenter, il faut travailler en réseau, il faut s'associer, non pas seulement pour comprendre, mais pour faire, et pour évaluer ce que l'on fait. Que vont devenir les métiers dans cette période d'adaptation, d'exploration, d'expérimentation? Que vont devenir les structures des entreprises avec la désynchronisation des horaires, la délocalisation des tâches? Ce qu'on appelait jadis le télétravail n'a plus rien à voir avec le fait des activités délocalisées en permanence grâce aux outils du numérique. Donc, toutes ces questions, je vais essayer d'aborder dans une vision plus large, comme le disait Benjamin, toujours prospective, en insistant sur le fait que, comme le titre le dit, intelligence artificielle et intelligence augmentée, merci de m'avoir piqué mon idée sans me citer, l'avocat augmenté, donc de l'intelligence augmentée, le futur des professions intellectuelles plus généralement. En gros, je vais tout de suite dévoiler ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas du tout ce que l'on croit, c'est-à-dire des algorithmes dans des ordinateurs. Les robots ne sont pas des robots anthropomorphes qui bougent les bras et qui bougent les yeux, ce sont des algorithmes dans les ordinateurs, mais le tout conduit à quoi? À des clones numériques, des doubles de nous-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans les 20 ans qui viennent, même dans les 30 ans, ils vont sortir de l'ordinateur comme des hologrammes, être autour de nous. Des clones, des assistants intellectuels, des doubles numériques des avocats, des médecins, des chercheurs, des consultants, des professeurs, des journalistes. Voilà pourquoi ces métiers intellectuels sont à risque si on ne comprend pas ce qui se passe et si on n'utilise pas la symbiose pour vivre en win-win avec eux, parce qu'ils vont avoir eux aussi leur propre intérêt. Donc il faut qu'on comprenne cette évolution. Il ne s'agit pas seulement d'algorithmes, mais je ne partage pas tout à fait l'avis d'Alexis quand il parle d'une puissance de calcul. On est bien au-delà de la puissance de calcul. Elle est dessous, enfin on n'en parle même pas. C'est le fait qu'ils parlent, ils comprennent la parole, ils traduisent, ils comprennent les émotions, et ça s'est fait à une vitesse telle, que c'est ce que je vais essayer de vous l'expliquer, dans la dernière année, pas dans les 5-10 dernières années. Ce que font déjà ces clones numériques qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'une intelligence artificielle, ce sont presque entre guillemets, des nano-humains ou des humains numériques. Comment on va travailler avec eux? Donc, ce que l'on doit comprendre d'abord, c'est que nous avons un enjeu énorme avec ces clones numériques que nous avons créés, c'est qu'ils nous concurrencent. Et donc, ils font peur. On a eu des grands qui ont fait beaucoup parler d'eux en décembre 2015, Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking, hommes d'affaires, entrepreneurs, grands scientifiques, qui ont dit l'intelligence artificielle est la pire des choses parce qu'elle va apprendre plus vite que nous, elle va se développer de manière exponentielle et transformer l'humanité en esclave. Je vais vous expliquer qu'ils se trompent. Je me permets de dire que M. Bill Gates, Elon Musk et Stephen Hawking se trompent et qu'ils ont une vision malthusienne. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il ne faut pas en avoir peur. J'ai une vision positive parce que je propose des alternatives à cette évolution des robots, de l'intelligence artificielle, comme disent les journalistes, qui vont nous piquer notre travail. Déjà, les robots ont pris beaucoup de travail des cols blancs, l'assembler les voitures, les machines à laver ou les ordi. Et ils sont en train de commencer à piquer le travail des cols blancs. Nous, les profs, les consultants, les avocats, les médecins, les notaires, les journalistes. Donc voyons ce qu'il faut craindre et voyons ce que l'on peut faire pour l'éviter. Donc Rifkin a eu raison de parler de la fin du travail, mais ce n'est pas la fin du travail au sens du travail salarié. Il n'y a pas que le CDI et le travail salarié dans l'entreprise. Il faut parler des travaux, des activités, des œuvres. Tout ceci est en cause. Et les robots ne vont pas seulement supprimer
le CDI, ils vont changer notre façon de travailler quotidiennement tous les jours. Donc qu'est-ce qui a changé surtout? Ce qui a changé, c'est que nous sommes rentrés dans un écosystème numérique. Un écosystème numérique, ça veut dire un ensemble de nœuds, de liens, de réseaux qui coévoluent avec nous, que nous changeons et qui nous changent en retour. En le changeant, nous devenons des hommes et des femmes augmentés grâce aux outils que nous utilisons, qui changent cet écosystème et qui nous changent. On continue à appeler cet écosystème numérique Internet. Vous vous souvenez de ce nom? Internet, qui n'est qu'un réseau de communication. Mais l'écosystème numérique est beaucoup plus vaste que ça. Ça va de la voiture connectée à la ville intelligente, à la route intelligente, à la maison intelligente, smart home, smart city, etc. Donc tout ceci, c'est aujourd'hui... D'ailleurs, le mot smart, en passant, je préfère vous dire que je ne l'aime pas, parce que je préfère réserver aux humains l'intelligence affective, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence créative, et traduire ce qu'on appelle smart par quelque chose qui est en temps réel, proactif et instantané. Instantané, temps réel, proactif et interactif. Si quelque chose est interactif, proactif et en temps réel, ben, si vous le voulez plus court, appelons-le smart. Smartphone, smart car, smart home. Donc cet écosystème numérique change tout. Il change tout parce qu'avec les outils qu'on utilise dans cet écosystème numérique, nous devenons augmentés dans la mesure où l'outil que nous avons tous dans nos poches est un ordinateur très puissant. On l'oublie, on transpose le téléphone au smartphone, mais en fait c'est un PC. Rappelez-vous, dans les années 70, le personal computer qui allait changer notre façon de travailler, ben, bien sûr qu'il l'a fait, mais ce n'est plus un truc qu'on pose sur un bureau ou sur ses genoux, il est dans nos poches. Mais surtout, le smartphone qui permet de téléphoner, de communiquer, de chercher sur des moteurs de recherche, de s'envoyer des mails, de se parler, de prendre des photos, etc. Il est aussi et surtout, on ne vous le dit pas souvent, une télécommande universelle. C'est-à-dire qu'avec ce smartphone, vous pouvez cliquer dans l'environnement et obtenir de l'environnement quelque chose que vous avez recherché, qu'il s'agisse d'un amphi comme celui-là, d'un aéroport, d'une gare, d'un restaurant, d'une salle de classe. Pourquoi ? Parce que grâce à nous, l'environnement devient smart, il se dote de sens, il se dote de puces RFID, il se dote de QR code que notre smartphone reconnaît. Notre smartphone, il a les yeux, il a les outils, le GPS pour savoir où il est, dans quelle direction il regarde, et si j'appuie sur un bouton, ma télécommande universelle va cliquer sur un bouton invisible qui va augmenter ma capacité de mon cerveau à comprendre des choses que je ne pouvais pas comprendre, et augmenter ma capacité de mes yeux à voir des choses que je ne pouvais pas voir. Ça s'appelle la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Donc, avec ces outils, nous devenons des augmentés. Grâce à l'écosystème dans lequel nous sommes, en tout lieu, en tout endroit, en tout moment, nous pouvons cliquer dans l'environnement et nous augmenter grâce à cet environnement augmenté qui fait des choses que nous ne pouvions pas faire. Alors tout ceci a conduit évidemment, en partie avec la génération montante, à ces deux mots que vous connaissez, qui ont déjà été prononcés tout à l'heure, c'est la disruption et l'ubérisation. La disruption, c'est le fait que des logiciels de mise en relation des gens les uns avec les autres, en fonction de l'offre et de la demande, disruptent complètement des travails de grands services, les remplacent. Tout ce qui est trop lent, peu transparent, trop cher, peu accessible, est ubérisable, selon le terme de cette entreprise de taxi. Ce n'est pas la peine de revenir sur le mot ubérisé, que vous connaissez par cœur. Mais c'est pour vous dire que l'ubérisation, c'est le fait que des gens sont capables de rajouter une fine couche de logiciels et d'activités humaines à des énormes systèmes de distribution de services ou de produits, où se trouvent les coûts pour toucher, grâce à leurs logiciels et leurs algorithmes d'offres et de demande, une multitude où se trouve l'argent, nous. Donc il y a un effet de démultiplication extraordinaire produit par l'ubérisation, produit par les outils dans l'écosystème dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Ce qui a changé, surtout, ce sont les interfaces. Comprenez bien ce qu'il s'agit. Les interfaces, jadis, pour nous, avec l'informatique, vous vous rappelez, c'était un mot qu'on utilisait, l'informatique. Les gens qui ne se mettaient pas à l'ordinateur, ils disaient « je ne peux pas mettre à l'ordinateur, je ne connais pas l'informatique ». Bon. Maintenant, l'interface n'est plus seulement le clavier, la souris. Rappelez-vous, on a commencé même avec des cartes perforées. Mais le clavier et la souris, ce sont des écrans tactiles. C'est la voix, c'est Siri, c'est Alexa, c'est Dragon. Ce sont des outils à qui on parle et qui écrivent. Mais eux aussi nous parlent. Ils sont capables de nous parler. Ils sont capables de comprendre nos gestes. Ils sont même capables de comprendre nos émotions.
Je vais vous donner des exemples dans un instant quand je parlerai de l'intelligence artificielle avec quelques exemples. Donc il s'agit de comprendre nos émotions, nos voix, nos gestes, nos mimiques, notre physionomie. Et donc ils font du text-to-speech, ils parlent à partir d'un texte qu'ils lisent, ils sont capables de faire du speech-to-text, c'est-à-dire de transformer, moi je le fais, j'ai une réunion comme celle-là, où j'ai des robots qui traduisent tout le verbatim de tout ce qui a été dit dans la réunion en texte tout à fait lisible, compréhensible et intelligent. Et si je demande à mon robot de me faire une page ou un paragraphe, il me fera une page ou un paragraphe résumé de tout ce qui a été dit pendant 2 heures de réunion. Donc ils font du text to speech, du speech to text, et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? La traduction. Donc ils se comportent comme des humains. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de clones numériques ou de double numérique pour nous, pour vous les avocats, de plus en plus. Et en plus de ça, ils reconnaissent les visages. C'est plus seulement les empreintes digitales. Ils peuvent reconnaître des gens et savoir comment s'adresser, quel dossier leur préparer, à quel moment, ou quelles sont les personnes en réunion et quels sont les dossiers qu'il faudrait leur envoyer. Parce que l'idée de montrer des PowerPoint séquentiellement dans les réunions, c'est dépassé. Maintenant, je participe à des réunions où sur les murs, on voit plusieurs PowerPoint en même temps et les gens parlent, pas en attendant chacun que l'autre ait parlé, on peut parler en même temps, comme on regarde à la télévision ou quand on écoute à la radio 2 émissions en même temps. Il faut s'habituer, hein. C'est pas évident. Alors tout ceci conduit, dans le progrès des interfaces, le progrès de l'écosystème numérique dans lequel on est rentré, au début de l'intelligence artificielle comme assistant, comme clone, comme double de ce que nous sommes, ce qu'on appelle des assistants intellectuels proactifs. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, j'ai parlé du text-to-speech et de speech-to-text. On voit arriver, c'est un marché énorme en ce moment, ce qu'on appelle des chatbots, c'est-à-dire des ordinateurs qui parlent, et qui parlent bien. Ils ne parlent plus du tout comme jadis, on voyait dans les films le robot qui dit « Je vais vous proposer un voyage en Angleterre et est-ce que j'achète votre billet, oui ou non ?» C'est des voix absolument charmantes, adorables. Vous pouvez choisir une voix masculine, féminine, grave, pas grave, etc. Il y a aussi, en plus des chatbots, il y a des legal bots, c'est-à-dire des bots qui vous parlent sur des problèmes juridiques dont vous avez besoin. Vous faites votre recherche à la voix sur les moteurs de recherche juridiques et ils la trouvent et ils vous la décrivent. Ils peuvent même vous l'écrire, vous l'imprimer. Ils peuvent vous faire aussi de la recherche contextuelle dans des moteurs de recherche qui sont plus seulement les moteurs de recherche de type Google, avec le classement des recherches les plus demandées qui arrivent en haut, mais une recherche contextuelle qui tient compte de l'environnement des recherches précédentes que vous avez proposées, qui tient compte des sujets que vous êtes en train de rechercher, que l'assistant proactif a également en mémoire, et donc il peut vous faire des recherches contextuelles marchant à la voix. Il reconnaît les images, les vidéos et les textes, donc ces moteurs de recherche contextuels utilisent maintenant la possibilité de retrouver des vidéos. Quand je vous parlais tout à l'heure d'une réunion dont le verbatim est fait 1 heure après la réunion ou une demi-heure après la réunion, il y a des moteurs de recherche maintenant qui permettent 1 an ou 2 ans ou 3 ans après de retrouver tout ce que les gens ont dit en vidéo pendant cette réunion, pourvu qu'ils aient accepté d'être vidéoscopés et filmés et enregistrés dans du big data, ça c'est une autre question. Mais donc on peut retrouver grâce à des moteurs de recherche textuels, images, sons, tout ce qui s'est fait, tout ce qui a été dit. Et la rédaction automatique et la dictée automatique, vous en faites déjà, j'en suis sûr. Tout à l'heure, je parlais avec des personnes d'entre vous qui utilisent Dragon Dictate, Siri ou autre. Donc tout ceci existe. Alexa est maintenant une boîte que vend Amazon. Il faut la fermer de temps en temps parce qu'elle écoute tout ce que vous dites. Si vous l'utilisez pour programmer votre smart home, c'est très bien. Mais si vous oubliez de la fermer, tout ce que vous dites est enregistré par Alexa et va dans le big data. Donc ça, faites attention, soyez prudents. Il y a Siri, évidemment, qui s'est beaucoup amélioré. Et Dragon, pourquoi ils sont tellement améliorés? Parce qu'ils utilisent le cloud. Moi, j'utilise tout le temps Siri sur mon iPad. Je ne tape plus un SMS, c'est fini. SMS, taper des SMS avec les doigts, c'est ridicule. Ma petite fille me disait, tu sais, grand-père, Paps, elle m'appelle, je connais encore des gens qui agitent leurs mains sur du papier. Avec quelque chose qui tienne. Ah bon? Ah oui, ça me paraît absolument impensable. Donc ces SMS et tout, même les petites poussettes de Michel Serres, elles dictent, moi je dicte tous mes SMS. Ça marche formidablement bien, on corrige un petit peu après, mais ça marche. Donc tout ceci fait que l'interface homme-machine, l'interface avec nos clones numériques, l'interface avec nos assistants proactifs intellectuels est en train de changer complètement. Mais ce qui change aussi, c'est notre cerveau.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai parlé d'écosystème, nous sommes en coévolution avec cet écosystème. C'est-à-dire que nous le faisons changer et il nous change. Et la coévolution fait que non seulement nous changeons dans nos attitudes, dans notre façon de travailler, dans notre communication entre nous, grâce à cet écosystème numérique et grâce à ces assistants intellectuels proactifs de plus en plus, mais en même temps, ça nous change notre cerveau. Pourquoi ça nous change notre cerveau? Parce que la possibilité de retrouver, sans utiliser notre mémoire, des détails, favorise l'intuition. Si j'ai à retenir tout dans ma tête, des trucs qui ne sont pas utiles, à quoi ça me sert d'encombrer mon cerveau avec des informations que je peux retrouver sur les moteurs de recherche professionnels ou les moteurs de recherche généraux? On dit, mais ça va faire perdre la mémoire. Pas du tout. Le fait d'avoir une mémoire globale, non seulement peut me permettre de me mettre en contact avec des gens qui m'envoient un mail en me disant « Dis, est-ce que tu as été voir ça, c'est utile pour toi dans ton métier ?» Mais en même temps, ça me permet d'alléger mon cerveau et me concentrer sur les interactions entre les choses plutôt que sur les choses elles-mêmes. L'intuition, elle naît des interactions, des contacts, des relations, et pas seulement de savoir que dans une case, il y a tel élément que je vais ressortir au moment utile. Donc le cerveau change. Les synapses se connectent. Plus on est curieux, plus on s'informe, plus on lit, plus on discute, plus on dialogue, plus on a des relations qui ne sont pas seulement des rapports de force, mais des rapports de flux, qui veut dire que dans un rapport de flux, j'ai besoin de donner de l'information pour en recevoir, et recevoir de l'information pour en donner. Le rapport de force, c'est fondé sur le secret. C'est une escalade. Si quelqu'un sort de ce rapport de force, il faut tout de suite que je le rattrape pour aller au-dessus. Donc le rapport de force, il prive la fluidité de la société dans laquelle on rentre grâce au numérique. On ne peut plus surfer la vie dans une société de rapports de force. Ils doivent exister dans certains cas, je ne m'étendrai pas dessus, mais les rapports de flux sont essentiels et sont fondés essentiellement sur des échanges à l'intérieur de cet écosystème. Et ça nous change. Qui l'a compris? Notamment les millennials. Les millennials, c'est ceux qui avaient entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000. Ils ont une autre culture de la complexité, grâce notamment aux jeux vidéo. Ils ont une autre culture du numérique. Et nous devons aborder dans nos entreprises, qu'il s'agisse d'avocats ou qu'il s'agisse d'entreprises industrielles classiques de produits, avoir une culture numérique transgénérationnelle. Avoir le même âge numérique entre les stagiaires millennials qui viennent chez vous et les pré-retraités de 55 ou 60 ans qui vont partir. Il faut avoir le même âge numérique. Avoir le même âge numérique, ça veut dire qu'on sait utiliser de manière transversale tous ces outils combinés les uns avec les autres, et pas seulement de manière verticale, en silo. C'est pourquoi moi je prône pour les DIN, les directeurs de l'intégration numérique, plutôt que les DSI. C'est fini les DSI, excusez-moi, si on a dans la salle. Mais les importants, c'est les CDO, les Chief Digital Officers, ceux qui transforment l'entreprise de l'intérieur pour que les gens puissent travailler différemment entre eux, avec des outils numériques, avec leurs clients, avec l'environnement, avec les pouvoirs publics. C'est ça l'intégration numérique. Or, cette génération des millennials, leur cerveau a changé. Et non seulement je vous le dis, mais je l'ai vu. Je l'ai vu parce qu'on l'étudie. Moi, je suis biologiste d'origine, hein, donc je sais de quoi je parle. Le cerveau, les synapses, d'abord, augmentent en fonction de la curiosité qu'on a sur la vie et nos dialogues avec les gens. La densité du cerveau s'accroît. On l'a prouvé, on le montre. L'épaisseur du cortex s'accroît également. On réduit les risques de maladies d'Alzheimer et de Parkinson en étant curieux, intéressé, constamment utilisant son cerveau. Et grâce à une technique absolument fascinante et dangereuse sur le plan politique, qu'on appelle l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire la résonance magnétique fonctionnelle, ce n'est pas seulement le scanner, certains d'entre vous sont sans doute passés dans un tuyau, ce n'est pas très agréable, de scanner pour faire un scanning du cerveau, mais surtout on voit les zones du cerveau qui sont éclairées en fonction de ce qu'on dit, de ce qu'on fait ou de ce que les gens voient. Par exemple, si ces jeunes, on les fait jouer à des jeux vidéo utiles, où on apprend quelque chose sur l'écologie par exemple, ou des jeux vidéo où on se tire dessus sans arrêt et on se tue, ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui s'allument. Les zones de plaisir du cerveau, les zones d'instruction, les zones d'apprentissage ne sont pas les mêmes. Et quand on leur fait passer des tests en disant ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, pourquoi d'ailleurs il y a des entreprises de cosmétiques, des entreprises de sondage politique qui commencent à utiliser l'IRM fonctionnel, on voit qu'ils ont dans leur cerveau des cases beaucoup plus développées que celles de leurs parents ou de gens plus âgés, notamment parce qu'ils ont joué à des jeux vidéo qui leur permettent de se déplacer dans des systèmes complexes, de faire des choix dans une sorte de chou-fleur stratégique. Je vais là, et si je vais là, alors je retourne ici et je vais aller là. Ils ont acquis un savoir-faire que nous, moi je dois dire je joue à des jeux vidéo, mais je suis archi nul par rapport à mes petits-enfants.
parce que je suis tout de suite perdu. Je ne sais plus ce que j'ai fait avant et je ne sais plus ce que je vais faire après. Ils ont un sens de la stratégie, de la complexité qu'ils ont acquis et leur cerveau a changé. Donc notre cerveau est en train de changer. Tenons compte du fait que nous sommes devenus des hommes et des femmes augmentés, tous dans cette salle, et des avocats augmentés, bien entendu, mon cher Benjamin, grâce aux outils que vous avez dans vos poches, qu'on appelle encore un smartphone, mais qui sont aussi des télécommandes universelles. Alors pourquoi tout ceci est arrivé si vite ? Alors on se trompe, on appelle robots, et on en a peur, des robots anthropomorphes, comme celui qui se figure sur la photo qu'on a vue dans les films. Bien sûr, il y a des robots qui peuvent assister les personnes âgées. Au Japon, en ce moment, on leur apporter quelque chose en leur sortant du frigidaire, en jouant un rôle de compagnon, pour avoir quelqu'un auprès de soi comme un pet, comme un petit animal. Mais les robots dont on parle, en fait, qui nous intéressent, nous, et surtout vous, dans les professions intellectuelles, ce sont des algorithmes qui sont dans les ordinateurs et qui apprennent. C'est des algorithmes auto-apprenants. Ils ne sont pas seulement programmés. Les gens me disent oh, mais on peut s'en débarrasser, il n'y a qu'à tirer la prise, et c'est nous qui les programmons. Enfin, c'est des trucs qu'on disait dans les années 50. Ils apprennent de nous, ils apprennent entre eux. D'ailleurs, Google a récemment révélé que des ordinateurs de Google se sont envoyés en langage crypté des informations que personne n'a jamais pu décrypter. C'est charmant, hein. Enfin, ça fout la trouille. Donc les robots, ce n'est pas les robots anthropomorphes. Ce qui nous intéresse, nous, ici, et vous les avocats, c'est des algorithmes robotiques et l'intelligence artificielle, je l'ai dit, ce sont des gens qui vont être de plus en plus des clones et des doubles de nous-mêmes. Alors ça vient, en quelques mots, des travaux de McCarthy en 1957 et de Marvin Minsky au MIT, que j'ai eu la chance de connaître, puisque j'ai travaillé pendant 10 ans au MIT, 8 ans. Et Marvin Minsky et McCarthy ont lancé cette idée qu'un ordinateur pouvait copier certaines réactions humaines en jouant aux échecs, en raisonnant d'une manière abstraite. C'est-à-dire le raisonnement abstrait pouvait être fait par des machines. C'était une révolution en 58-59, c'est pas tellement vieux que ça. Et donc, à partir de ça, on a commencé à développer des énormes systèmes, le projet BRAIN, le projet Blue Brain, dont vous avez peut-être entendu parler, avec le PFL à Lausanne, et le projet BRAIN que Obama a lancé il y a 3 ans, c'était de copier la complexité du cerveau humain dans sa totalité, en ayant un ordinateur très très puissant. Alors là, oui, Alexis, la puissance de calcul absolument démesurée de cet ordinateur permet de simuler certaines des fonctions du cerveau humain. Ça, c'est une voie. Mais le plus intéressant, à mes yeux, pour être court sur ce développement de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Le deep learning, c'est une branche nouvelle de l'intelligence artificielle qui copie non seulement le raisonnement humain et la stratégie du raisonnement humain, notamment pour jouer aux échecs et battre des très grands joueurs d'échecs, mais qui est capable d'agir comme des humains. J'ai parlé de la voix, j'ai parlé des émotions, j'ai parlé de la compréhension, de la reconnaissance des visages. Tout ceci fait maintenant partie du deep learning en moins de 3 ans. Et en moins d'1 an, même en moins de 6 mois. Les progrès ont été incroyables. Je vous donne 2 exemples. Un qui est personnel et l'autre qui est, vous avez lu dans la presse. AlphaGo, c'est un ordinateur de Google qui utilise le deep learning. Et il a utilisé le deep learning pour battre Lee Sedol, le champion du monde coréen du jeu de Go. Le jeu de Go, c'est plus compliqué pour un ordinateur et pour un humain stratégiquement que le jeu d'échecs. Et AlphaGo a battu Lee Sedol, qui en a piqué une dépression nerveuse pendant 1 mois, était hospitalisé. Pourquoi ? Parce que AlphaGo a non seulement utilisé la stratégie de Lee Sedol qu'il a vue dans toutes les parties précédentes qu'il a enregistrées, il a appris de la manière de jouer de Lee Sedol, ça c'est la partie stratégique et rationnelle, mais en même temps, il y avait des caméras devant et derrière qui filmaient le visage, les gestes, les mains, la nuque de Lee Sedol. Et donc AlphaGo interprétait les émotions de Lee Sedol. Quand lui, AlphaGo, faisait un move, et Lee Sedol réagissait imperceptiblement par un tic, par un mouvement des yeux. Et ça, AlphaGo le voyait. Et s'il l'a battu, c'est non seulement grâce à la stratégie rationnelle du jeu, mais en même temps grâce à la détection des émotions de Lee Sedol avant qu'il joue, avant qu'il fasse son move. Deuxièmement, le deuxième exemple que j'ai eu, c'est que quand j'ai parlé de ça dans une grande conférence où il y avait des sommités internationales il n'y a pas très longtemps, dont le patron d'IBM France. Il m'a dit, c'est très bien, Joël René, merci de parler d'AlphaGo, vous pourriez peut-être parler de Watson. J'ai dit, oui, excusez-moi, je n'ai pas parlé de Watson parce que j'avais cet exemple de Lee Sedol dans la tête. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous faire une expérience avec Watson pour étudier votre caractère. J'ai dit, d'accord, qu'est-ce que je dois faire ? Vous devez simplement nous donner vos comptes Twitter
vos 4 dernières années de tous vos tweets, parce que j'ai 16 000 abonnés, j'ai 12 000 tweets dans la nature, et des réponses à des tweets à des gens. J'ai envoyé ça par mail, juste mon adresse @ de René Joël à Watson. Et par retour de mail, c'est-à-dire une demi-heure après, j'ai reçu un graphique que j'ai imprimé qui m'a donné mon statut émotionnel, psychologique, et qui a un rond, je vois que vous connaissez, c'est un cercle avec des pics, où on est hors de la normale, ou dans le rond, on est dans la normale. J'étais tellement stupéfait de le voir que, sans qu'il y ait mon nom ou quoi que ce soit, je l'ai donné à des parents, je l'ai donné à des amis, j'ai dit « Qui c'est ça ?»« Ben, c'est toi. » « Qu'est-ce qui t'a fait ça? C'est un psychologue, un psychiatre ou un astrologue? » Il y a des gens qui continuent à croire à ce genre de truc. Mais c'est incroyable, mais c'est toi. Donc, Watson m'avait décodé et décrypté à partir de mes tweets. Donc, ces instruments d'intelligence artificielle et de deep learning détectent non seulement les visages, reconnaissent les gens, mais détectent les émotions. Ça, c'est extrêmement important pour le futur et pour vos métiers. Alors justement, parlons-en du futur des professions intellectuelles, dont le métier des avocats. Évidemment, il y a des métiers à risque. Ceux qui ne vont rien faire, ça a été très bien dit tout à l'heure par Alexis, qui ne vont pas s'adapter, et par Benjamin, ils ne vont pas tenir compte de ces avantages, de ces nouvelles technologies, ils risquent d'être bouffés. Alors là, carrément. Comme beaucoup de cols bleus ont été pris par les robots pour monter des voitures, des machines à laver ou des ordinateurs. Donc il faut les utiliser pour aller plus loin soi-même. Il y a des exemples que vous connaissez déjà beaucoup. Par exemple, Baker Hosteller, qui a été très, très décrit dans la presse, utilise ROS, un dérivé de Watson, pour lire la jurisprudence en une dizaine de secondes, de milliers de pages, alors que ça vous prendrait, comme avocat, des semaines, des mois entiers à lire cette jurisprudence sur un cas. De vous faire des propositions à la voix, des propositions de ce que vous pourriez proposer à vos clients sur tel ou tel sujet. Donc ça existe déjà. Il y a une compagnie d'assurance japonaise, qui s'occupe des questions médicales, qui s'appelle Fukoku, qui travaille sur les dossiers médicaux, le big data biologique, qui regarde pour un patient qui doit être remboursé, combien de temps il a passé à l'hôpital, quels médicaments il ou elle a pris, qu'est-ce qu'il y a eu comme radiologie, est-ce qu'il y a eu de la chirurgie. Tout ce dossier est analysé en quelques secondes par l'intelligence artificielle et calcule personnellement les remboursements à faire à cette personne, ce qui prendrait à des actuaires ou à des personnes une semaine ou beaucoup plus pour le faire aussi vite, avec des milliers de clients par jour. Vous savez aussi que McCann, au Japon, dans la publicité, utilise le big data et l'intelligence artificielle pour décrypter les réactions des gens à certains événements, à certains produits, et avoir des publicités beaucoup plus ciblées. Vous savez aussi que Reuters, parmi les agences de presse, utilise déjà l'intelligence artificielle, des robots, comme on le dit dans la presse, pour faire rédiger des dépêches par des robots. Mais ces dépêches sont excellentes. C'est vraiment des dépêches super bien faites, d'actualité, beaucoup plus vite rédigées qu'en prenant tout le temps traditionnel des robots. Et puis, il y a des entreprises chinoises, ça, en venant de l'Institut Pasteur, vous pensez si ça m'intéresse, dont l'une d'entre elles s'appelle iCarbonX, vous pouvez la googler iCarbonX, elle est chinoise, qui utilise le big data biologique pour faire quoi? La médecine prédictive, et c'est-à-dire détecter des nouveaux médicaments potentiels. Comment? En regardant des protéines ou en regardant des enzymes qui sont dans le big data biologique pour savoir, même si elles sont différentes, qu'elles correspondent à des maladies qui pourraient avoir des affinités entre elles. Même s'il s'agit de telle ou de telle maladie, en regardant les protéines ou les enzymes, on peut voir qu'ils ont des traits communs et donc des gènes communs qui peuvent comprendre comment on pourrait fabriquer des médicaments pour bloquer ces maladies ou les traiter, notamment d'ailleurs le cancer. Donc vous voyez que tout ceci, ça a une importance absolument considérable de savoir les utiliser. Je reprends une image biologique après celle de Benjamin sur l'avocat augmenté, le coach. Ça, je lui pique à lui, c'est pas moi. L'avocat coach. Eh bien, je vais prendre l'exemple du médecin conseiller de vie. Je me tue à dire à la grande entreprise pharmaceutique, Big Pharma, que je conseille par ailleurs, que leur métier est fichu. Ils sont dans le mauvais business. Pourquoi? Comment ça se passe? Un malade ou quelqu'un qui se sent malade appelle un médecin avec quelques symptômes et un truc à prendre la tension, un truc à écouter le cœur, des trucs assez classiques, elle dit « Ah », dit 33, à ce moment-là, il fait ce qu'on appelle une ordonnance. Il faut qu'elle soit bien complète pour qu'on ait l'impression qu'on s'occupe bien de vous. Avec cette ordonnance, on va dans une pharmacie
acheter des médicaments dont la plupart sont remboursés par la sécurité sociale avec la carte vitale. Qu'est-ce que fait l'entreprise pharmaceutique? Elle fait une marge sur les produits remboursés par la sécurité sociale pour des clients qui s'en vont dans la nature et qu'elle ne verra jamais. Elle ne sait pas s'ils prennent leurs médicaments ou s'ils ne les prennent pas. Donc c'est un mauvais business, puisque le business d'Internet moderne, ce n'est pas la marge, c'est la rente. D'ailleurs, ça va être ça pour vous aussi. Le business d'Internet, ce n'est pas la marge, ce n'est pas de faire une marge. C'est pour ça que faire payer son temps, ça rime à rien. C'est fini, ça. Vous allez voir pourquoi. Dans un monde de désynchronisation du temps et de délocalisation des activités, faire payer le temps ne veut plus rien dire. Il faut des forfaits et des abonnements. Le fric se gagne sur des rentes. Beaucoup de gens qui payent un peu, mais tout le temps. C'est pour ça que je dis que l'avocat coach devra se faire payer par abonnement. Et le médecin conseiller de vie, puisque mon projet que je donne à la grande entreprise pharma, ce n'est pas de gagner de l'argent sur des marges faites en pharmacie, mais sur des abonnements de gens qui, avec l'association d'une entreprise pharmaceutique, avec une grande compagnie d'assurance, font la maintenance de votre vie, tout au long de votre vie, comme on fait la maintenance de votre voiture, en regardant si on a fait les révisions au bon moment, etc. Avec ce qu'on appelle la e-santé, c'est-à-dire la possibilité de mesurer sur son corps toute une série de paramètres, avec l'épigénétique, qui nous montre comment notre comportement a une influence sur la manière dont nos gènes sont révélés, exprimés ou inhibés, on peut faire de la prévention quantifiable. Savoir que ce que l'on fait pour soi est bon. Et donc, le futur de l'entreprise pharmaceutique, c'est de passer un contrat que j'appelle le PMS, le programme de maintenance de la santé, en anglais Health Maintenance Program, dont mon idée dite il y a 15 ans a été volée par IBM, mais tant mieux, ils le font beaucoup mieux que moi. IBM étant devenue une grande entreprise de services, ils appliquent pour les grandes entreprises un programme de maintenance de la santé des salariés pour maintenir le capital santé au mieux. Donc en se fondant sur un principe d'abonnement et de rente plutôt que de marge. Donc vous voyez que tout ceci a une influence considérable puisque c'est les outils numériques permettant de dégager du temps pour être plus près des gens, plus près du client pour l'avocat coach, plus près du patient pour le médecin conseiller de vie, qui n'est plus simplement un prescripteur d'ordonnance dans une optique thérapeutique, mais qui est un conseiller de vie dans une optique de prévention, où chacun devient responsable de sa vie et de sa santé, beaucoup plus que par le passé, où on s'en remet à une ordonnance, et on se remet à des prescriptions de Big Pharma. Alors, tout ceci veut dire que beaucoup de professions intellectuelles, j'ai cité les avocats, les médecins, les professeurs, les consultants, les notaires, les brokers, les intermédiaires, avec ce qu'on appelle la blockchain, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de la blockchain, on va supprimer énormément d'intermédiaires, faire des deals directement entre nous. Par exemple, dans le cadre de la blockchain, qui est, à mon avis, presque plus importante qu'Internet, il y a ce qu'on appelle des smart contracts. Ça vous pique votre job direct, hein. Un smart contract, c'est un contrat grâce à la blockchain. Qu'est-ce qui connaît la blockchain? Oh, il y a quand même une vingtaine de personnes, c'est déjà pas mal. Mais ceux qui ne savent pas, vous en pressez tout à l'heure, en prenant votre tea time, d'aller sur Google et taper blockchain France. Vous allez tout comprendre. Les assurances s'y mettent, les banquiers s'y mettent, les grandes entreprises, ils ont compris qu'il fallait y aller. Donc, un smart contract, c'est un contrat qui s'autogère. Grâce à la blockchain, qui est un système de registres interconnectés les uns aux autres, hyper encrypté, inchangeable, mais transparent. Chacun voit ce que tous les gens font, mais on ne peut rien changer. Il y a donc une espèce de tiers de confiance global et pas un tiers de confiance isolé. On peut passer un contrat pour acheter un terrain ou acheter une maison. Et le smart contract va gérer l'échéance du contrat, le paiement, les conditions de paiement, le versement dans votre compte en banque ou le versement de compte en banque de l'acheteur ou du vendeur. Smart contract, ça vous dit quelque chose, bien entendu. Bon, désespérons pas. Je vous ai dit que j'allais vous faire une conférence, j'ai presque terminé, plutôt positive vers l'avenir, plutôt que pessimiste, comme on l'entend dans la presse sans arrêt. Les robots et l'intelligence artificielle vont vous piquer votre boulot. Il n'y aura plus de travail. Quel sera le sens de la vie s'il n'y a plus de travail? Beaucoup de choses à faire. L'intelligence augmentée, ça veut dire, c'est l'approche que je développe dans mon livre, que Benjamin a très aimablement cité. Je cherche à comprendre, sous-titre, les codes cachés de la nature. Ça veut dire que grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la robotique intelligemment utilisée, grâce à la symbiose avec l'écosystème numérique qu'on continue à appeler Internet. En symbiose avec ces trois-là, nous pouvons atteindre une intelligence augmentée, individuelle et collaborative. Intelligence augmentée, individuelle et collaborative. C'est-à-dire être encore plus nous-mêmes, encore plus humains,
avoir encore plus de temps et de tâches à dévouer à des relations humaines, à du contact humain et social. Je vous donne un exemple historique, 2 exemples historiques. Un, c'est les esclaves, malheureusement. Les esclaves, il faut quand même les citer. C'est eux qui ont permis aux Romains, aux Grecs, au monde antique de dégager du temps pour réfléchir à la philosophie de Socrate, à Platon, réfléchir à l'astrophysique, à l'astronomie, aux mathématiques, donc de faire marcher des cases de leur cerveau qui ne fonctionnaient pas normalement parce qu'ils étaient pris par le nez sur le guidon. Et puis il y a eu la mécanisation qui a remplacé le travail physique de l'homme par la charrue, par les moulins à vent, par les machines hydrauliques, etc., les machines mécaniques, qui a permis aux humains aussi de dégager du temps. Ils étaient concentrés sur la force physique pour survivre. Planter, labourer, porter, gagner de l'argent en faisant des tâches très lourdes et très compliquées. Donc, dans ma théorie, qui s'avère être partagée maintenant par pas mal de gens dans le monde, et d'écrivains et de philosophes et de prospectivistes, l'intelligence augmentée de l'humain permettra de débloquer dans notre cerveau des cases qui potentiellement sont là. On les connaît, c'est la fraternité, c'est l'amour, c'est la générosité, la solidarité, l'empathie, l'altruisme. On essaye d'y aller vers ça, mais on est omnubilé par la concurrence, la compétition, le nez sur le guidon, le machinal. Or, si le machinal peut être fait par des machines, à ce moment-là, ces potentialités-là du cerveau peuvent se dégager. D'où le fait que l'intelligence augmentée, en symbiose avec les outils, peut nous conduire à une nouvelle évolution de l'humanité que j'appelle une évolution vers l'hyperhumanisme. C'est un espoir pour l'avenir. On nous parle beaucoup du transhumanisme. Il y a des livres écrits par là-dessus, notamment mon ami Luc Ferry, avec qui je partage beaucoup d'idées sur le transhumanisme. Nous sommes contre, lui et moi, l'idéologie transhumaniste. Je rappelle que le transhumanisme, le World Transhumanist Association est né en 1968, c'est pas vieux, que l'idéologie transhumaniste, c'est de prolonger la durée de vie des humains presque éternellement s'ils le souhaitent, avec des embryons transplantés, des cellules embryonnaires, des organes modifiés, des puces implantées dans le cerveau, enfin tout un tas de gadgets, que seules des élites pourront se payer. Donc moi je dis avec Luc Ferry que l'idéologie transhumaniste est élitiste, égoïste, narcissique, parce qu'elle se concentre sur l'individu. Alors que la voie de l'humanité, je l'ai écrit dans le Macroscope, je ne suis pas le seul à l'avoir écrit, je l'ai écrit dans l'Homme symbiotique, je l'ai écrit dans le Cerveau planétaire, c'est au contraire des individualités connectées les unes aux autres par tous les réseaux dans l'écosystème dont j'ai parlé, qui nous permettent d'être plus ensemble, d'aller vers un macro-organisme planétaire vivant, dont nous sommes les cellules, qui a son système nerveux, dont l'embryon c'était Internet, qui a son métabolisme énergétique, matériaux, commerce international. Donc c'est un être vivant. Nous sommes des cellules à l'intérieur de cet être vivant, pas du tout compris par les politiques, les religieux, les idéologues. Quelle est l'étape suivante de cet organisme vivant? Le grand sujet que je développe dans mon dernier livre, c'est ce qu'on appelle le point de singularité. Le point de singularité, selon Ray Kurzweil, qui est un transhumaniste, c'est à partir du moment, dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, où les ordinateurs connectés entre eux vont devenir tellement intelligents que l'humanité va être réduite à un état d'esclavage. Pour moi, pas du tout. Pour moi, le point de singularité, c'est le moment, l'époque, dans un siècle, peut-être moins, où ce système collectif intelligent, que j'appelle le macro-organisme planétaire, où j'avais même trouvé un nom, le Cybionte, C-Y-B-I-O-N-T-E, de cyb cybernétique et bios biologique, dont nous sommes les cellules, va devenir conscient de lui-même. Nous sommes humains par rapport aux animaux et la nature parce que nous savons que nous savons. On a un degré par-dessus. On n'est pas plus intelligent. Il y a des éléments extraordinairement intelligents, et même collectivement, les fourmis et les abeilles sont incroyablement intelligentes collectivement. Et les pieuvres sont très intelligentes, les dauphins aussi. Mais nous savons que nous savons. Nous sommes intelligents au second degré. Eh bien, que se passera-t-il quand cet organisme planétaire vivant, que nous avons créé par nos réseaux numériques, que nous avons créé par nos réseaux biologiques, nos réseaux d'échange, sera conscient de lui-même? Qu'est-ce qu'il va faire de nous? Ça, c'est une question qu'il faut se poser sur un plan philosophique. Je pense que nous allons, si nous savons vivre en symbiose avec l'intelligence artificielle et les robots, vers ce que j'appelle un hyperhumanisme, pas un transhumanisme, mais un hyperhumanisme, c'est-à-dire être encore plus humain, c'est-à-dire développer toutes les qualités essentielles de l'humain et de l'humanisme en nous, grâce à l'association avec les machines, comme nous l'avons fait avec les machines mécaniques, comme nous l'avons fait avec tous les robots que nous utilisons, il s'agit d'une voiture ou d'un ascenseur
qui nous permettent de libérer la tâche, le travail, la pénibilité. Donc cet hyperhumanisme devrait nous rendre encore plus humains. Et la phrase que je voudrais que vous gardiez un peu comme conclusion de ce que je vous ai raconté, c'est « Au travail, les robots, la vie aux humains ». Vivons de ce qui est le plus humain en nous, l'émotion, l'amour, la fraternité, la générosité. Laissons faire le sale boulot qu'on n'a pas envie de faire. D'ailleurs, on a créé des sociétés pour se passer du travail. Pourquoi on a tellement de mal à réduire le chômage? Parce que tout ce qu'on a créé, c'est pour ne pas travailler. Des machines automatiques, des ordinateurs, des trucs qui font le boulot que des quantités de gens faisaient. Alors c'est pour ça qu'on a vraiment du mal politiquement à trouver des emplois. Mais les activités ne vont jamais manquer. Le nombre de services de partage, partage d'expériences par le voyage, partage d'émotions par les musées, l'art, la musique, la science, partage du plaisir, par tant de trucs que je ne vous dirai pas, mais que vous pouvez deviner. Toutes ces sociétés de partage, ces services de partage, les robots ne vont pas nous les piquer. Il n'y a que nous qui pouvons faire ça et l'aimer. Donc, rappelez cette phrase, au travail, au boulot les robots, la vie aux humains, pour que nous puissions construire, créer ensemble notre avenir plutôt que le subir. Je vous remercie. Merci Joël de René. Merci Joël de René. Et désolé pour la notion d'avocat augmenté, mon intention était effectivement de vous emprunter la notion pour vous faire un clin d'œil entre nos interventions, mais si je ne vous cite pas, c'est sûr que ça tombe à l'eau. Alors, il y a une petite partie de débat, si vous voulez. Hein. Oui. Alors, parce qu'il y a beaucoup de questions, à mon avis, qui fourmillent. Je vous invite à poser vos questions à Joël de René dans la salle. Ou des commentaires, qui n'apprécient pas. Moi, je prends tout. Hein. Questions, commentaires, critiques. Moi, j'ai une première question à vous poser. Oui. Vous nous avez parlé de la médecine prédictive, notamment. Oui. De toute la prédiction que peuvent faire les machines. On parle beaucoup en droit de la justice prédictive. On a des outils qui sortent de justice prédictive. La différence fondamentale est que quand on parle de médecine, on parle d'une science dure. En gros, le fait que l'ordinateur soit capable de diagnostiquer la maladie ne fera pas changer la nature de la maladie elle-même, ne fera pas évoluer le cancer ou autre. En revanche, peut-il y avoir plus de risques de l'intervention du machine learning sur les sciences sociales, donc non dures, dans la mesure où l'utilisation, le traitement de l'information par les robots pourrait faire évoluer ou figer une science qui, par nature, n'évolue que par l'apport de l'humain? Alors, ma réponse, là, est que les sciences sociales, les sciences molles vont se durcir. Comment? Elles vont se durcir grâce à la puissance de calcul dont parlait Benjamin tout à l'heure, c'est-à-dire les statistiques appliquées au big data, plus l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que statistiques, big data, intelligence artificielle collectent en permanence d'évolution des idées, d'évolution des gens, d'évolution de la jurisprudence, d'évolution des actions, d'évolution des faits divers, d'évolution des thèmes choisis par les politiques. Tout ceci est analysé en permanence, sera analysé de plus en plus en permanence par l'intelligence artificielle, liées à des statistiques, permettront d'avoir des prédictions, des prévisions, des propositions qui sont quasi équivalentes, pas totalement équivalentes à des sciences dures comme la physique ou la biologie. Mais alors donc ça veut dire que, par exemple, pour la jurisprudence, si finalement toutes les décisions, qu'elles soient directement rendues par des robots ou par des hommes, mais qui ne se fient qu'aux robots, risquent de ne plus évoluer. On risque d'avoir une jurisprudence, des décisions qui risquent de ne plus évoluer avec les enjeux de la société. Alors c'est un risque, mais il y a quelque chose qui s'appelle la serendipity en anglais, c'est traduit mal par sérendipité en français, qui veut dire quelque chose qu'on n'avait pas prévu, qui résulte d'un tas d'événements dont tout d'un coup émerge quelque chose qui n'était pas du tout réalisé. D'ailleurs, Google l'a compris, qui dans son logiciel de mettre en tête les thèmes et les sujets les plus demandés, glisse de temps en temps maintenant des trucs inattendus pour qu'on puisse faire évoluer justement ce qu'on appellerait en biologie une mutation. C'est à partir de cette mutation que la sélection naturelle va pouvoir trier et faire en sorte que certains systèmes vont évoluer ou pas. Donc, non, je crains pas du tout le fait que les statistiques s'enferment sur elles-mêmes. La sérendipité et les mutations, d'ailleurs, des virus et des hackers sont des éléments aussi de troublesome, qui peuvent faire évoluer le système de l'intérieur sans qu'on le veuille. Vous avez vu les hackers qui ont fait évoluer la politique d'un pays, enfin, une décision politique d'un pays. Donc, on n'est pas à l'abri.
comme en biologie, de mutations aléatoires qui font changer complètement l'autonomie du système. Donc je ne crois pas trop à l'enfermement sur soi-même. D'accord. Oui? Oui, j'ai une question. Attendez, on va vous donner un micro. Merci. Bonjour Monsieur de René. Vous avez évoqué une anecdote personnelle tout à l'heure qui rejoint une de mes préoccupations sur l'écriture et l'apprentissage de l'écriture. Et donc vous avez évoqué le phénomène de petite poussette, bien explicité par Michel Serres, et une anecdote personnelle avec votre petite fille qui s'étonnait de voir des gens qui bougent leurs mains sur du papier. Voilà. Alors ça fait écho à une expérience personnelle. Quand j'ai passé mon baccalauréat, lors de l'épreuve de philosophie, le sujet était le suivant: que perdrait la pensée en perdant l'écriture? Alors l'écriture, c'est beaucoup de choses. Ça peut être l'écriture manuscrite, l'apprentissage de l'écriture manuelle. Mais l'écriture, ça n'est pas que cela. Et ça me fait penser à certains décideurs en Finlande qui préconisaient de supprimer l'enseignement de l'écriture classique telle que nous l'apprenons à nos enfants. Et donc, plus largement, ça me laisse un peu perplexe par rapport aux inquiétudes qui sont formulées sur la qualité de l'enseignement et plutôt la qualité de l'apprentissage et les compétences acquises par les jeunes. Vous avez raison d'être perplexe, vous avez raison de vous inquiéter. La Finlande, notamment, la Finlande et le Danemark ont décidé de supprimer l'apprentissage de l'écriture manuscrite pour le remplacer par l'écriture sur des claviers ou à la voix. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je vous explique pourquoi. C'est parce que dans le développement du cerveau, dont j'ai parlé tout à l'heure, vous avez le slide des neurones, il y a une relation entre l'écriture, le mouvement de la main, et la pensée du cerveau. Il y a une relation symbiotique entre les deux. Alors moi, j'ai des grandes discussions avec ma fille Tatiana. Peut-être que vous avez entendu parler de Tatiana de René. C'est ma fille, c'est l'écrivain français le plus connu dans le monde entier. Elle a vendu des millions d'exemplaires de livres. Elle écrit à la main. Et elle se moque de moi quand mes 2 derniers livres ont été dictés avec Dragon. Et comme j'expliquais tout à l'heure pendant le déjeuner à Benjamin, j'ai mes fiches, des fiches de données en dessous de Word. Je me balade dans mon bureau en Bluetooth, je dicte, je parle et j'ouvre par la voix des fiches que je prends, je copie 3 lignes, je le colle dedans. Donc ça passe entièrement à la voix. Elle me critique énormément là-dessus. Elle me dit, tu perds quelque chose de sensibilité en n'écrivant pas à la main. Et je lui réponds que les trucs auxquels vraiment je veux penser, qui sont parfois une demi-page de livre, je les écris au crayon sur du papier blanc avec une gomme. Et ensuite, je me dicte moi-même dans Dragon pour le réécrire à la machine et me corriger. Mais je les écris d'abord à la main. J'ai un autre ami, enfin ma fille, c'est mon ami-fille en même temps, qui s'appelle Philippe Kourilski. Philippe Kourilski, vous avez peut-être entendu son nom, il a été le directeur de l'Institut Pasteur pendant assez longtemps, il est polytechnicien, il a travaillé chez Veolia. Philippe est une des seules personnes au monde que je connais qui écrit ses livres à la main, directement, sans rature. Il pense tellement bien qu'il écrit ses livres, je l'ai vu faire, ligne après ligne, proprement, sans rature. Et me dit, je suis incapable d'écrire avec un clavier, ton truc de dictée, c'est archi nul. Donc, il y a des opinions différentes. Moi, ça me fait gagner beaucoup de temps si j'ai un article et les journalistes me disent « Monsieur de René, on a besoin pour lundi prochain d'un article, 15 000 signes sur tel sujet, que j'ai déjà écrit 20 000 fois. » Soit je fais du copier-coller dans plein d'articles, ça ne me prend pas longtemps, soit je le dicte à la machine très très vite. Donc, ça dépend des gens et des qualités. Mais vous avez raison de vous préoccuper de ceux qui veulent leur faire remplacer l'écriture manuscrite par le clavier. Ça, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Donc le droit est mort, mais l'écriture ne l'est peut-être pas. Et comment ? Le droit est mort, mais l'écriture ne l'est peut-être pas. Oui, ah non, non, elle n'est pas. Et le livre non plus. Malgré tous les gadgets qu'on nous a donnés, de Kindle et compagnie, qui ne marchent pas si bien que ça, contrairement à ce qu'on a pensé. Le livre est magique. Tourner les pages, sentir l'odeur d'un vieux livre qu'on a été chercher dans sa cave ou dans son grenier, c'est irremplaçable. D'autres questions dans l'Assemblée ? Oui. Quel peut m'expliquer la phrase « le droit est mort, vive le droit » ? Bon, j'ai compris ce que ça veut dire en gros, mais ceux qui ont créé cette phrase, quand ils disent « le droit est mort », le droit ne sera jamais mort. C'est l'exercice du droit qui est peut-être mort, on est bien d'accord ? Oui, oui, c'est un titre volontairement provocateur. C'est un jeu de mots. Oui, parce qu'on a beaucoup de discours alarmistes depuis quelque temps. Et voilà. D'accord. L'exercice du droit tel qu'on le pratiquait est mort. Vive le nouvel exercice, voilà, la nouvelle pratique du droit. Oui, d'accord. Bonjour. J'avais une question autour de la francophonie et autour de la langue française. Aujourd'hui, nous avons tous les grands acteurs dont on parle, Watson,
Ross, etc., AlphaGo, travaillent sur une base qui est une base de langue anglaise et de pensée et de structure qui est une structure anglaise, y compris dans le domaine du droit d'ailleurs, étant donné que ce sont plutôt des acteurs de la common law quand ils travaillent sur nos notions. Quel est pour vous l'impact de cet impérialisme de pensée, enfin, et de conception sur la capacité demain à avoir une façon différente de penser, et la francophonie pouvant être une façon différente de penser? Je crois que vous avez raison, cette question est très pertinente, parce qu'il y a cet impérialisme de pensée, il va très loin. La langue anglaise, et je suis aussi l'allemand, mais l'anglais avec le progressing, doing, working, multitasking, time sharing, le ing introduit de la fluidité. Le ing, c'est quelque chose qui bouge, c'est comme la vague que nous surfons. I'm doing this. Are you working right now? C'est quelque chose qui se poursuit. Et effectivement, si on utilise Ross ou Watson pour retraduire ces expressions dans le droit, on est un peu à côté de la plaque si on fait ça dans le contexte français. Moi, je l'ai vécu quand j'ai participé à mes premiers séminaires au MIT avec des étudiants américains et des professeurs qui me posaient des questions où le ing jouait un rôle absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on construit ensemble des chapelles qui ne sont jamais achevées, c'est toujours en ing quelque chose. Et nous, Français, très cartésiens, très analytiques, très systémiques, très séquentiels, on avait la nécessité de bien cadrer les choses pour savoir que tout le monde soit d'accord. Or, les anglo-saxons acceptent, vous avez parlé d'incertitude tout à l'heure, acceptent avec le ing un élément d'incertitude. On peut progresser dans le ing, alors que nous, dans la logique française cartésienne, on est figé. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la difficulté des plans politiques. Quel est votre texte? Demande un politique à un autre. Il n'a pas de programme écrit. Donc c'est absolument fondamental. Et je pense que cette incertitude, elle joue sur deux mots. Enfin, il y a deux mots qui m'intéressent beaucoup comme scientifique. C'est l'optimum et heuristique. On connaît peut-être le premier, moins le second. L'optimum optimorum veut dire que grâce à des analyses de plus en plus précises, éventuellement à des ordinateurs dont, comme on le disait tout à l'heure, la capacité de calcul devient infinie avec la loi de Moore, on va tenter 99,99999% de la réalité de ce qu'on veut essayer de montrer ou de démontrer. Mais nous, scientifiques, on n'utilise pas toujours l'optimum optimorum. On utilise une démarche heuristique, H-E-U-R-I-S-T-I-Q-E. Vous pouvez googler ça si vous voulez. Une démarche heuristique, ça veut dire arriver à une décision sans être sûr qu'on a pris les bons chemins pour arriver à cette décision, mais que dans le contexte de contraintes dans lesquelles on est, de temps, de rapport de force, de rapport de flux, whatever, c'est la meilleure décision qu'on pouvait prendre à ce moment-là. Ça, c'est une décision heuristique. Ben, moi, je prône beaucoup plus la décision heuristique que j'apprends à mes étudiants plutôt que la décision optimale qui prend souvent beaucoup de temps pour n'arriver à rien du tout. Ça rejoint complètement. C'est une notion que nos avocats savent, puisque nous avons parlé dans le cadre du club des managers, qui est notre petit club destiné à nous enrichir de connaissances autres que le droit, à faire des cartes heuristiques. Donc c'est un mot qui n'était pas inconnu, enfin sous le sens de la carte heuristique, mais que l'on comprend mieux aujourd'hui, effectivement, sous ce sens. Et j'ajouterais une chose, alors là je vais me permettre de prendre la métaphore qu'on adore, Benjamin Moine, la métaphore du surf. On doit aussi constamment être en déséquilibre contrôlé. Pas en équilibre dans ce que l'on fait, dans une action avec un client, dans une action d'entreprise. Parce que si on est en équilibre, on est figé, on est cristallisé. Le surfeur, les gens qui ne connaissent pas le surf, regardent un surfeur ou une surfeuse et disent ah, « Regardez, c'est extraordinaire, ils sont en équilibre sur une vague et sur une planche. » On n'a pas compris. Si on est en équilibre en surf, on tombe. Parce que la planche bouge sous vous, la vague bouge sous la planche, et les conditions changent tout le temps. Il y a des gens qui veulent vous piquer votre vague, des droppings ou des tics qui font... Le vent change, les rochers... Bon. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir en temps réel, et je répète ces mots, en temps réel, une information multidimensionnelle pour pouvoir prendre des décisions adaptées au moment et à l'endroit où on est. Ça fait partie du management. Avoir une information multidimensionnelle pour pouvoir prendre à l'endroit et au moment où on est la décision qui s'impose. Et c'est une décision heuristique. J'y vais pas, je passe dans le tube ou je sors de la vague. Je vois très bien. Il en sait quelque chose. Avez-vous d'autres questions? Oui, Manuel Bosquet, notre responsable scientifique. Je voudrais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par intuition. Vous avez eu une belle phrase tout à l'heure qui m'a rassuré.
vous avez dit le fait de ne pas devoir tout retenir facilite l'intuition. Depuis 2 jours, nous avons vu défiler ici des start-up, des jeunes pousses, qui nous expliquent qu'on va nous supprimer tout aléa dans l'administration de la justice, que le droit va être, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, que le droit va être une chose figée. Et là, d'un seul coup, vous me redonnez de l'espoir, moi qui ai, par péché d'orgueil, l'impression d'avoir gagné mes procès parce que j'avais la bonne intuition. Donc, quelle est la place de l'intuition dans le monde numérique? D'abord, la place, mais avant la place, le processus. Le processus de l'intuition, c'est un processus de traitement de l'information inconscient, mais qui est quand même traité. On n'en prend pas conscience comme à un moment donné où je dis je vais raisonner là-dessus, voilà les éléments de mon raisonnement, voilà l'objectif que je veux atteindre, j'ai suivi le processus. L'intuition se fait, c'est un traitement de l'information, mais inconscient, qui permet à un moment donné de faire émerger, je prends ce terme, c'est pas déductif, c'est inductif, de faire émerger une solution. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Dans le cerveau, en fait, on a plusieurs routes, mais on a 2 grandes routes. On a la route des neurones, des synapses et des axones, c'est-à-dire un réseau câblé. Un peu comme le réseau du téléphone filaire, si vous voulez. Et puis on a un second réseau qui est presque plus important que le premier, qu'on ne connaît pas, on ne l'enseigne pas à l'école et les journalistes n'en parlent pas beaucoup, qu'on appelle les astrocystes. Les astrocystes, avant on les appelait les cellules gliales. Ça constitue la logistique des neurones. Chaque neurone dans l'espèce humaine a 7 ou 8 cellules gliales. Plus on monte dans l'échelle des humains, plus il y a de logistique autour du neurone. Quand on descend très bas dans l'échelle, il y en a 1 pour un neurone, 2, 3, 5 chez les vertébrés, puis chez l'humain, 7 ou 8. Ces astrocystes, qu'est-ce qu'ils font? Ils nourrissent, ils dépolluent le neurone, ils lui donnent de l'énergie, ils enlèvent les ions H+, qui peuvent conduire à une certaine acidité, mais surtout, plus important, c'est que les astrocystes communiquent entre eux par un système qui n'est pas le réseau filaire, mais qui est plutôt le GSM, si vous voulez. Ils communiquent entre eux en sautant d'astrocyste en astrocyste. Et donc, on pense qu'ils sont extraordinairement complémentaires du processus de traitement de l'information, dont l'intuition. Ce sont les astrocystes qui sont des cellules extrêmement importantes qu'on a négligées pendant longtemps. La cellule gliale, c'était les cellules de logistique du neurone. Ce sont en fait des cellules qui jouent un rôle fondamental dans la mémorisation, dans l'intuition, dans l'émotion, dans les neurones miroirs, ce qu'on appelle les neurones miroirs. C'est à la fois heureux et malheureux. Les neurones miroirs, ce sont des neurones de la zone préfrontale, bardés de cellules gliales ou d'astrocystes, qui permettent de reproduire ce qu'on voit. Quand quelqu'un est doué pour un revers au tennis ou un bon swing de golf, en voyant les autres, c'est les neurones miroirs. Quand en surf, on voit quelqu'un, on voit Laird Hamilton surfer et faire un mouvement, tu essayes de le recopier après, ce sont tes neurones miroirs qui vont aider. Mais les neurones miroirs, c'est aussi ce que les manifestants utilisent quand ils voient quelqu'un lancer un pavé dans une vitrine. Les neurones miroirs vont immédiatement se programmer pour faire la même chose. Donc, avantage, inconvénient. Mais dans le cortex, les neurones miroirs sont bardés d'astrocystes, de cellules dites gliales, et donc ils vont jouer un rôle de co-apprentissage. Et les singes l'utilisent aussi, ils les ont, de co-apprentissage. C'est-à-dire j'apprends des gens, d'où l'importance de ce que j'appelle la coéducation par rapport à l'éducation verticale traditionnelle, mécanisme d'éducation nationale. Moi je suis pour, et j'ai écrit pas mal de fois, la coéducation intergénérationnelle. Bon, on ne va pas rentrer là-dessus, mais c'est hyper important. Et donc ça, c'est grâce aux cellules gliales, aux astrocystes, grâce aux neurones miroirs, et donc grâce à la polité de faire marcher un autre processus de traitement de l'information qui n'est pas séquentiel, qui est plutôt systémique, d'où l'intuition. Bonsoir. Ma grand-mère me disait l'oisiveté est la mère de tous les vices. J'ai entendu laisser le travail au robot et vous développerez vos qualités naturelles d'humanité, de fraternité, de bonté, d'amour. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez. Oui, ce n'est pas l'oisiveté. Si on laisse le travail au robot, alors il y a un grand tabou dans la société moderne, et en France beaucoup avec des visions très politiques dessus, que le travail est le sens de la vie. S'il n'y a plus de travail, il n'y a plus de sens de la vie. Mais il y a les activités, il y a les œuvres, il y a les travaux. Est-ce qu'une mère au foyer ou un père au foyer qui s'occupe de ses enfants, il travaille ou pas? Bon.
Est-ce qu'il est rémunéré pour ça? Non. Bon, il a d'autres. Alors, donc, il faut parler des travaux, des œuvres, des activités. Et l'oisiveté, c'est par exemple quelqu'un qui a décidé de ne plus travailler ou qui est malheureusement au chômage ou qui est à la retraite et qui ne fait plus rien. Ça, c'est une forme d'oisiveté qui est dangereuse, à mon avis. L'oisiveté est mauvaise pour le cerveau, elle est mauvaise pour le corps. Il y a des statistiques qui montrent, je suis désolé pour ceux qui sont à la retraite, mais s'il était, ils ne seraient pas là, mais il y a des statistiques qui montrent la vitesse de dégradation des activités fonctionnelles du corps à partir de l'âge de la retraite. C'est incroyable, on ne le montre pas beaucoup, c'est trop déprimant. C'est effrayant. Donc il faut continuer les activités. L'oisiveté, mère de tous les vices, là elle a raison. L'oisiveté voulue, en disant moi je ne veux plus rien faire, on ne fait que des bêtises. Et à la retraite, il faut continuer absolument à avoir une activité humanitaire, collectionneur, de hobby, quoi que ce soit. Mais c'est fondamental. Ça fait travailler le cerveau, ça réduit les risques d'Alzheimer, ça réduit les risques de Parkinson, ça maintient en forme. À 80 ans, on peut faire du surf. J'ai 80 ans cette année. Et lui, il sait ce que ça demande le surf, à quel point c'est crevant, fatigant. Et je pense qu'il y a une relation entre le surf et le cerveau. Ça fait, les deux marchent ensemble. Merci beaucoup. On a peut-être une dernière question, Joël de René. Pierre-Philippe Armel. Est-ce qu'on peut comprendre, pour être tout à fait optimiste en quittant ce passionnant débat, que l'intelligence artificielle ne touche pas à ces merveilleux outils que vous venez d'évoquer dans notre cerveau et qui constitueraient quand même et définitivement un champ de pensée ou de réflexion ou de créativité que les machines ne nous prendraient pas? Alors, j'aime pas, je m'excuse, votre question est très intéressante et intelligente, mais le définitivement ne fait pas partie du vocabulaire de la fluidité. Mais pour le moment, l'intelligence artificielle dont on nous parle, y compris celle qui comprend le joueur de No et qui voit la tension dans sa nuque et qui permet à la machine de gagner contre lui parce qu'elle sait qu'il est énervé, celle-là, ou cette partie de l'intuition dont notre confrère parlait et qui nous consolerait du sentiment d'être remplacé à un moment ou à un autre, cette partie-là n'est pas remplaçable à ce stade, en tout cas, des recherches de Big Data. Alors, écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose peut-être d'un peu provoquant. Je ne crois pas qu'il y ait des cases irremplaçables dans notre cerveau que l'intelligence artificielle ou l'intuition des machines artificielles ne pourra pas prendre. Ma réponse, c'est qu'ils le feront. Ils vont apprendre entre eux, ils vont apprendre à s'humaniser. Et je vous dis plus, je connais des expériences faites pour rendre les robots empathiques, c'est-à-dire aimer les humains. De telle sorte que si on veut tirer la prise, comme on le dit un peu trop rapidement, comme les gens qui ont lu Hans Moravec disent il suffit de tirer la prise, comme un animal, un chien qui vit avec vous, qui connaît vos émotions, il sait quand vous êtes fâché contre lui, ben le robot va vous empêcher psychologiquement de retirer la prise. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voudrais dire, c'est que même s'ils remplacent ces cases irremplaçables du cerveau qui fait l'humain, s'ils le font, nous serons ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous serons déjà des hyper-humains. C'est-à-dire qu'ils le remplacent, on s'en fout. Enfin, moi je m'en fous dans mon livre, si vous me lisez. Je m'en fous pas, en fait. C'est un grand enjeu philosophique et politique. Mais ça veut dire que le fait qu'ils remplacent ce que nous pensons être de plus humain en nous, nous serons déjà ailleurs, dans l'hyper-humanisme, qui est un changement d'état de l'humanité. Voilà, ça va très loin, mais il faut lire mon livre pour plus de détails. Excellente conclusion. Merci beaucoup, Joël de René. Merci.